Bonjour, pour Paris-Normandie, nous sommes aujourd'hui à l'aéroport de Rouen-Beauce et on va travailler un petit peu avec Michel Bussy. Voilà, vous connaissez Code Lupin, c'est son premier roman qu'il a édité il y a exactement 20 ans. Bonjour Michel. Bonjour David. Voilà, on se retrouve près de l'avion. On a pris l'édition enrichie et illustrée parce qu'elle est très belle et elle montre notamment le scénario important de ce roman qui tourne autour d'un triangle équilatéral sur la Seine-Maritime. Allez, le fameux triangle d'or de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin. C'est dans ce triangle d'or que se situent 90% des aventures d'Arsène Lupin. Voilà, donc on va aller sur les traces du professeur Bergton et de sa belle étudiante Paloma. Donc ce qu'on a fait nous, on a repris une carte aérienne et on a tracé le triangle avec quelques petits aménagements parce qu'en plus du triangle équilatéral et de tous les symboles qu'on retrouve dans le livre, le professeur Bergton a une petite folie, il conduit tout, du cheval, un vélo, un canot sur la Seine. L'hydravion, ouais. Et on le retrouve décoller au Havre, Saint-Romain de Colbosc et atterrir à Saint-Valery-en-Caux. Ouais. Et ben on va aller voir ces pistes en vrai et on va se faire ce tour dans le ciel. Donc la Seine, le littoral et la ligne droite, en gros, Dieppe-Rouen. Voilà, le triangle lupinien. Ça te va? Ah, parfait. C'est parti. Même si j'ai un peu peur. Tout va bien, on garde l'axe de piste. On soulage un peu la roulette de nez. Et c'est parti. Voilà, c'est ça les petites turbulences de départ. Bonjour, c'est le Fox Hotel Novembre Delta Yankee, un DA40. Nous sommes 3 personnes à bord. On a décollé de Rouen, on est au point Whisky et je dois faire une triangulaire Rouen, Étretat, Dieppe et retour en triangle à 3500 pieds que nage 1018. Donc là, si tu veux suivre, on doit être à peu près ici. Ouais, bah là on est sur la deuxième boucle de la Mailleraie et on voit le pont de Bretonne là-bas. Donc On doit avoir Duclair là-bas. ouais. Duclair là-bas, le pont de Bretonne. On a Bretonne et toi, c'était Tancarville que tu voulais surtout voir. Hein. Oh bah un peu tout parce que là le Maurice Leblanc il était à Saint-Vendry, donc à côté de Bretonne. Normalement quand t'es après Bretonne, sur le pont de Bretonne, c'est ce que je fais dans Code Lupin. T'as Bergton, il prend un hydravion. Ouais, c'est ça. T'avais une fabrique d'hydravions à Côte-Bec. Et parce que c'est le seul endroit de la Seine où tu as une ligne droite. Je sais pas, elle doit faire 1 kilomètre. Enfin, voilà. Et donc c'est le seul endroit où tu peux faire décoller ou atterrir des hydravions. Donc elle doit être à peu près au niveau de Bretonne en fait. Ouais, ce qu'on voit là, juste derrière Bretonne en fait. Parce que tout le reste c'est tout le temps des méandres et t'avais pas assez de... Bon, ça a fermé tout ça. Hein. Allez, une petite question avant de descendre. Le retour aux origines, est-ce qu'aujourd'hui, quel regard tu portes sur Code Lupin lui-même? Maintenant que tu vois ce terrain d'en haut, c'était une idée géniale ou c'était une petite aventure qui lançait ta carrière? Non, c'était une vraie idée. Alors je vais pas dire géniale, mais une vraie belle idée parce que quand tu vois tout ça, tu vois que les lieux que Maurice Leblanc a mis en scène dans les aventures d'Arsène Lupin ont tous été complètement transformés depuis 100 ans. Là, Gonfreville, évidemment, n'existait pas. On arrive sur Tancarville, on voit le pont de Tancarville, évidemment, n'existait pas. Par exemple, il y a un très beau roman qui s'appelle La Bariva, qui se situe juste en bas de Tancarville, où il imagine cette petite rivière qu'il appelle l'Aurelle, qui se charge en or, en marée. Et tout ça n'existe pas. Lui, il habitait dans le phare de Tancarville. Et donc, c'est marrant de voir à quel point la Seine, notamment, qui est mise en scène dans les aventures d'Arsène Lupin, et la Seine avant l'industrie, quoi. Avant encore la scène des romantiques, on va dire. La scène du Mascaret, la scène de Hugo, la scène de... Voilà. Et tout ça, évidemment, à partir des années 1910-1920. Les raffineries, ça doit être 1930. Donc on a vraiment une nouvelle Normandie, un nouvel axe de la Seine qui arrive. Là, on survole Gonfreville. C'est absolument incroyable. Hein. Et ce qui est fou, c'est de se dire que peut-être que dans 50 ans, ça n'existera plus. Parce que la Seine aura redessiné son trajet?
Bah, surtout, on n'aura plus besoin d'énergie fossile. Enfin, c'est en 50 ou dans 100 ans, mais en tout cas, il n'y aura plus besoin de pétrole, il n'y aura plus de pétrole de toute façon. Donc les raffineries, ça sera pas fini. Les énergies fossiles, ça appartiendra à une grande période de l'histoire de l'humanité. Et donc, bah, la Seine devra devenir autre chose que simplement des gazoducs et des oléoducs. Alors, donc, Maurice Leblanc était là, dans le parc de Carville, là. Donc là, on descend, on s'éloigne un peu. Et là, ce sera une procédure remise de gaz. Et donc là, tu verras vraiment ce que Berton, le décollage de Berton, c'est un peu ça qu'on vient chercher là. Alors, faut les trouver les pistes, hein, parce qu'elles sont dans l'herbe là. C'est une piste d'atterrissage, ça, vraiment? Oui, vraiment. Quel est le con qui a écrit Code Lupin? J'ai imaginé qu'on pouvait atterrir là. Allez, remise de gaz. Donc on a vraiment atterri là, on peut quand même. Hein. Il y a des avions qui atterrissent là, donc. Ouais, complètement. Ouais, carrément. Comme quoi, hein. Allez, on monte. Allez, c'est sublime. Michel, tu as mis le professeur Berton aux commandes d'un avion. Ouais. C'est un aventurier, tu l'as mis aux commandes d'un avion et de tout ce qui roule, tout ce qui se déplace en fait, à moteur, à cheval, etc., à vélo. D'abord, est-ce que toi tu pilotes? Ah non, je pilote pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ce genre de truc. Je pense que j'aurais pas la rigueur pour piloter. Mais j'adore. Par contre, en tant que géographe, j'adore quand on se prend l'avion. Alors, j'adore les cartes. J'adore depuis tout petit les cartes. Et donc, prendre l'avion et voir ça en l'air, c'est comme voir la géographie qui s'écrit en temps réel. Enfin là, je dévore tout. Parce que c'est vrai qu'on a la géographie, on la comprend quand on s'élève, quoi. Et voilà, donc ça, c'est clair. Et puis mon héros, Robert Longton, bon, je l'ai transformé en Roland Berton, exactement comme Arsène Lupin avait transformé Sherlock Holmes en Sherlock Holmes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était le clin d'œil et ça marche bien, Roland Berton. Donc il y avait un vrai goût. Et donc il fallait qu'il soit un faux aventurier, un peu comme les Tom Hanks dans les films. Et donc ils prennent, effectivement le pari, c'était qu'ils prennent le maximum de moyens de transport pour traverser la Seine-Maritime. Et donc là, on entame un virage pour refaire notre... Donc on le voit sur l'écran, je sais pas si tu le vois, mais donc on entame la descente pour faire notre triangle. C'est impressionnant. Dans les aventures d'Arsène Lupin, il est hyper moderne, Maurice Leblanc. Il utilise le télégramme, la radio, les voitures, le sous-marin, les avions et tout. Donc c'est vraiment le début des héros qui peuvent utiliser des moyens de transport modernes. Et c'est pour ça que tu l'as transposé sur Berton. Ouais, c'est ça. Il y a quand même cette idée que, en fait, on dit qu'un peu Maurice Leblanc, il sort du naturalisme par rapport à Maupassant, Flaubert et tout ça. Et donc les héros, ils sont plus simplement d'être liés à la nature. C'est des héros modernes et donc ils s'affranchissent finalement du temps et de l'espace. Et c'est ça Leblanc. Arsène Lupin, il est en permanence, il en a rien à foutre de l'espace et du temps. Il fait ce qu'il veut. Ouais, ça c'est magnifique quand ça se découvre comme ça. Ouais, là c'est sublime. Ouais. J'adore ça. Ça c'est sublime. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Maurice Leblanc, il a utilisé plein de noms de la région dans ses romans. Par exemple, il y a l'aiguille de Belleval qui est moins connue, mais qui est l'autre aiguille. Et il y a un de personnages qui s'appelle Belleval, la première, voilà. Oui, donc il utilise toujours des petits noms comme ça qui ne sont pas connus des lecteurs et qui sont des petits hommages de la Normandie. Un des terrains de jeu de Berton, c'est les valeuses. Ah bah là, oui, complètement. Là, Les unes après les autres, ouais. On les a là. Ouais, là, c'est un coin de la Normandie qui est sympa avec des petites valeuses, des petites dalles, les grandes dalles, Elto. Et assez secrète.
Donc là, on arrive sur la vallée de la Durdan. Et c'est la fin de Côte du Pin. Donc là, on a vraiment Velette. Et on est en plein dedans, ouais. La vallée de la Durdan, qui est un magnifique estuaire, complètement naturel, avec les vaches. Ouais. Un grand espace naturel. Ah ouais, c'est beau. Et là, on a bon, la fin, c'est les ponts, ce qu'on appelle les ponts, là, avec les blotos. Et donc là, c'est vraiment la fin de Côte du Pin. Et si on remonte toute la vallée de la Durdan, serpente, à la mer. Alors c'est ici précisément, donc sur cet atterrissage, sur cette piste, que notre ami Bergton vient atterrir. Donc à gauche, on a la piste qui date de la guerre, qu'on ne peut plus utiliser. Et à droite, sur la deuxième partie de terrain, on a la piste en herbe de Saint-Valery-en-Caux. Donc Saint-Valery, c'est le début de Côte du Pin. C'est là que l'étudiant de Paloma trouve... C'est là qu'un touriste lui amène exactement une pièce d'or. Et c'est là que ça se termine, avec plein de pièces d'or qu'on retrouve sur la plage de temps en temps. Exactement ça, c'est à Velette, ouais. C'est beau aussi, Dieppe. Ouais. Alors cette grande pelouse là. C'est vrai que Lupin, il va moins à Dieppe. Ici, tout simplement, l'église de Varangeville où on balance son cadavre. Et Dieppe même, Lupin, il n'y a pas trop été. Il a été plutôt aux alentours, quoi. Il a pas aimé? Ah, il n'est pas cité spécialement. Il n'y a pas d'aventure vraiment qui se déroule à Dieppe même. Mais vraiment dans les petits villages tout autour. Par contre, Dieppe, évidemment, c'est la ville de mon roman En avion sans aile. Donc, j'imaginais pas un jour survoler un avion au Dieppe. C'est vrai qu'un avion sans aile, j'avais prévu de le citer dans les questions aussi parce que c'est un roman un peu... je sais pas, dans ta carrière, c'est un roman qui signe quand même le twist à la Bussy. Ah, peut-être pas le twist, parce que je trouve pas que c'est un twist particulièrement marquant. Par contre, c'est vraiment le roman qui fait décoller les ventes, et qui fait les traductions. C'est à partir d'un avion sans aile que se devient un écrivain vraiment connu nationalement. C'est ce roman-là qui fait... qui permet, il y a un avant et un après, c'est clair. Pourquoi, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, c'est le roman qui me fait connaître. Autorisé atterrissage piste 22, détaillant ici le vent, 280 degrés 12 nœuds. Merci, j'atterris piste 22, détaillant qui. Eh ben, Michel, pour Paris-Normandie, on vient d'atterrir et de couper le moteur de notre avion Delta Yankee qui est à l'aéroclub de Rouen, Normandie. C'était comment ce vol au-dessus du triangle de Lupin? On va dire inoubliable, moi je ne l'avais jamais fait, en tout cas je ne m'étais jamais envolé au-dessus de la Seine, au-dessus du littoral. Non, inoubliable parce qu'on voit à quel point notre région, la Seine-Maritime, elle a une diversité de couleurs, de paysages incroyables entre les forêts, les méandres de la Seine, le littoral, l'estuaire, enfin voilà, les villes, les forêts. Non, c'est incroyable et la vitesse à laquelle ça va, c'est-à-dire qu'entre Dieppe et le début de l'agglomération rouennaise, on a mis 5 minutes. Quoi. Ouais, c'est hallucinant d'avoir fait un tel triangle en 1h30. Non, et puis de voir cette impression de connaître ces lieux et de le revoir complètement autrement. Et puis les couleurs. Mais là, on a la chance, il faisait super beau. La mer turquoise quasi. Voilà, magnifique. Pas trop de turbulences? Eh ben non, impeccable. J'ai eu peur un peu au début, mais finalement, une fois qu'on se laisse porter, c'était chouette. Non, vraiment inoubliable. Il y a comme ça des jours où on se lève, on se dit, tiens, cette journée-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Là, ça fait partie des jours où voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais, on ne se souvient pas de tous les jours de sa vie, mais celui-là, il est gravé. C'est très gentil. Merci à toi, David. Alors, tu t'es pris un peu pour Bergton quand on a fait la première remise de gaz. On n'a pas touché vraiment la piste en herbe de Saint-Romain-de-Colbosc, mais c'est exactement là que le mécano lui amène un avion et qu'il décolle pour Saint-Valery-en-Caux. Qu'est-ce que ça t'a inspiré?
Bah oui, je me suis amusé avec ça dans le roman, c'est-à-dire me dire qu'on peut prendre tous les moyens de transport, y compris l'avion, et atterrir dans des endroits très improbables. Alors là, c'était quand même des pistes d'atterrissage, mais enfin, une piste en herbe, on ne le prend pas tous les jours quand même d'atterrir sur une piste en herbe. Tu as posé 3 fois la question, est-ce que des avions atterrissent là? Ouais, vraiment quand même, parce que Mais on oui, a quand vraiment. même plutôt l'impression d'être dans un champ de patates. Mais bon, apparemment, on atterrit là quand même. Et pareil sur le fameux camp Lucky Strike, où là, on a effectivement une piste qui a l'air assez courte. Et puis, on a la vieille piste du débarquement, où là, on a encore les dallages et tout. Ouais. Donc, c'est aussi assez impressionnant de se dire que voilà, on peut, avec des petits coucous comme ça, atterrir pratiquement n'importe où. Bon, alors, on n'a pas fait l'allée de Boscol. Moi, j'ai imaginé dans le roman qu'il atterrit dans une grande allée bordée de hêtres. Et donc, une des plus belles comme ça, allées. Mais bon, là, on ne l'a pas fait. Ça aurait peut-être été un J'aurais peu eu des dangereux. problèmes avec la gendarmerie, je Oui, pense. et les proprios. Super, en tout cas, c'était un beau vol. Merci beaucoup. Si tu devais retenir une image de ce vol, tu retiendrais quoi? Ah, il y a peut-être quand on est arrivé sur l'estuaire, parce qu'il y a un moment donné qu'on arrive sur la pointe du Caux, où on voit tout. C'est-à-dire qu'on arrive, on voit le pays de Caux qui forme un triangle à la pointe, Oui. avec le Havre au bout, le pont de Normandie qui apparaît minuscule par rapport à l'estuaire. D'habitude, il écrase le paysage. Là, il fait un tout petit pont par rapport à l'immensité de l'estuaire. Et donc, on a le Havre au bout, on a la Seine, évidemment les grandes forêts. Et puis, si on tourne la tête, on est déjà à Fécamp, on a le champ d'éoliennes, on a la falaise. Et donc, on a cette impression que c'est tout petit. Et de comprendre cet espace qui, effectivement, sur peut-être 40 km, et ben on passe d'un estuaire à Étretat et effectivement la Seine et ses forêts, quoi. Donc ça, c'est assez magique d'arriver là. On a l'impression que le paysage s'ouvre et qu'on peut aller de l'un à l'autre, quoi. Voilà. Bon, ben, on retrouve tout ça dans le livre. Alors là, Ouais. c'est une version enrichie, illustrée, qui est aux Ouais, qui est éditions des magnifique, Falaises. ouais. Mais bon, voilà, les gens retrouveront tout ça. Et surtout, merci pour ton énorme gentillesse. Ah bah non, merci à toi, pour mon grand plaisir. c'est une expérience incroyable à refaire. Voilà, maintenant je vais m'empresser d'écrire un nouveau roman sur un endroit que je veux survoler en avion. Génial. On y retournera. Merci. Super, merci David.